m'entendez bien là? Bonjour à tous, à toutes celles et ceux que je n'ai peut-être pas salués tout à l'heure. J'ai essayé de faire mon maximum pour tous vous saluer un par un, mais il se peut que j'ai oublié quelques personnes. Je veux d'abord vous remercier d'être venus en nombre ce soir et parfois même de l'autre bout du département. Merci de vous être organisés en covoiturage pour pouvoir venir ce soir. Je veux aussi vous dire tout le plaisir qui est le mien de vous accueillir dans notre salle de la MJC, qui est un symbole de l'éducation populaire en milieu rural, un symbole de la jeunesse et de la culture, un lieu populaire de partage. Vous dire aussi que c'est un grand honneur de faire le lancement de la campagne des européennes dans le département à partir de la commune de Végard. Une commune du Trégor rouge. Une commune qui a eu à sa tête un maire communiste de 1983 jusqu'à 2018. Une commune dont je suis devenue première adjointe tristement, puisque c'était à la suite du décès de Gérard Leclerc, notre maire, mon parrain politique, qui est décédé brutalement il y a 1 an. Et beaucoup de camarades m'ont dit avant de venir, la salle de la MJC, c'est là où on a rendu hommage à Gérard Leclerc. Eh bien oui, c'est ici même qu'on se retrouve ce soir. Donc c'est un symbole pour moi très fort. Certains camarades de Pédernec m'ont dit même lors du repas de la section du PCF de la Chapelle-Neuve qu'il aurait été fier de me voir partir dans ces élections européennes. Donc je veux le croire ce soir avec vous. Donc, comme le disait Yannick, eh bien, c'est effectivement après bien des hésitations que j'ai fini par accepter, mais compte tenu de la situation d'urgence sociale et environnementale que nous traversons, il serait irresponsable de ne pas mener la bataille ensemble. Deum Dei, me disent mes enfants, allons-y. J'ai accepté à une seule condition. Il sera toujours donné priorité aux dossiers, aux situations locales que je suis, car cette année 2019, excusez-moi, mais le micro me gêne, je vais le prendre dans la main. Aux situations locales que je suis, car cette année 2019 sera une année déterminante pour l'organisation des soins à domicile sur notre canton, mais aussi pour le SMICTOM du Ménébré, un syndicat que je préside et qui va être dissous à la fin de l'année. Donc, vous l'aurez compris, je ne pourrai pas être partout. C'est donc ensemble que nous devons mener cette campagne. Mais par contre, ce que je peux vous assurer à tous, et parce qu'il y a dans la salle certains copains, copines qui ne sont pas cartés communistes, je peux vous assurer qu'il y aura des communistes dans toutes les batailles. Parce que les communistes sont toujours présents là où il y a une bataille à mener en faveur du progrès social, humain et écologique. Vous avez normalement derrière moi la photo des candidats bretons, voyez-vous. Je suis en 32e position. Donc pour me faire élire, il va falloir travailler dur. 45%, on va peut-être y arriver. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas moi que vous allez élire, mais bien les idées auxquelles j'adhère et que je veux partager ce soir avec vous. Chacun d'ailleurs se fera son opinion en sortant de la salle. Il y aura d'autres rencontres lors de cette campagne avec, je l'espère, les 3 autres candidats bretons qui sont derrière moi. Glenn Le Saout, le plus jeune d'entre nous, il a 20 ans, il était d'ailleurs au repas de la Chapelle-Neuve, qui a rassemblé près de 250 personnes, n'est-ce pas? Et il s'est illustré, lui, en tant que meneur au lycée contre la loi travail. Christelle Dumont, du Morbihan, donc à gauche derrière moi, qui avait, elle, entamé une grève de la faim pour défendre son hôpital. Et Katja Krieger, dramaturge, qui est adjointe à la ville de Rennes. Nous sommes aujourd'hui 79 candidats sur la liste pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent, menée par Yann Brossa. Yann Brossa est adjoint à la ville de Paris, chargé du logement, et pour une ville comme Paris, c'est un sujet très important, il en va de la dignité d'un grand nombre de personnes. Et parce que je suis son travail depuis plusieurs années, j'avais rencontré Yann Brossa une première fois aux législatives d'ailleurs. Je veux vous dire que je suis très, très fière d'être sur sa liste. Yann Brossa représente vraiment l'idée que je me fais du communisme. Il est un homme engagé pour le bien des autres, c'est un homme politique de terrain. Et c'est avec cette même énergie dont il sait faire preuve qu'il a accepté de se lancer dans cette belle campagne des européennes qu'il mène déjà depuis plusieurs mois, comme vous l'a rappelé Yannick Lecam tout à l'heure.
Il s'est illustré notamment par son combat contre les Airbnb, et pour l'accueil des réfugiés, notamment donc en créant des logements pour l'accueil des réfugiés. Cette liste, il l'a voulue à l'image de la France, celle que M. Macron méprise, celle des gens qui travaillent et qui comptent leurs sous à la fin du mois pour ne pas dépasser leur autorisation de découvert. Des ouvriers, avec en deuxième place sur la liste Marie-Hélène Bourlard, ouvrière du Nord, gilet jaune depuis le début du mouvement, bien connue pour avoir été héroïne du documentaire Merci Patron. Des paysans, des paysannes, des retraités, des travailleurs, des travailleuses du secteur médico-social, des petits entrepreneurs, des gens qui ont traversé plusieurs fois la rue, mais qui n'ont rien trouvé de l'autre côté. Des gens, des derniers de cordée, qui finissent par lâcher la corde et se retrouvent sans abri, à l'image d'Elina Dumont, 18e candidate sur la liste, SDF pendant 15 ans. C'est ça aussi la France. Des gens qui nous font rire, des gens qui nous font vibrer, qui nous rendent vivants. Ils sont artistes, sportifs, comme Mamoudou Bassoum, champion du monde de taekwondo, qui a osé monter sur le podium avec son gilet jaune. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux notamment. Ou en 8e position, Marianne Majidi, on l'entendra tout à l'heure, prix Goncourt en 2017 pour ce roman Max et la poupée. Des femmes libres, des hommes libres. Une liste aux couleurs des revendications. Blouse blanche, robe noire, gilet jaune, col bleu, stylo rouge. Une liste qui compte 50% d'ouvriers et d'employés et 30% de personnes sans appartenance à un parti politique, mais toutes de gauche. Une fois n'est pas coutume, je vais être chauvine, nous avons la plus belle liste. C'est la liste d'une France belle et rebelle. Forte de sa diversité, avec des gens qui se sont tous illustrés par leur combat pour la dignité humaine et contre la fatalité. Et pour nous aider tous, nous pouvons compter sur un comité de soutien présidé par Lassana Bathily, celui qu'on surnomme le héros de l'hypercachère et dont l'action lui a valu, lui le travailleur immigré, d'être naturalisé français, que je vous invite à écouter. Vous êtes celui qui avait caché les otages au moment de l'attaque du supermarché Cacher. We need to recall the worker at that market, a Muslim, who hid Jewish customers and saved their lives. Les Maliens ont admiré son courage. Lassana Bathily. Lassana Bathily. Vous êtes le héros de l'hypercacher. Présenté comme l'un des héros. Le héros. Un héros. Lui qui réfute le terme de héros. Je m'appelle Lassana Bathily. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de moi. Je suis né au Mali, devenu français. Aujourd'hui, je vois l'extrême droite monter partout en Europe. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne suis pas un héros. Je suis simplement comme beaucoup de gens. Nous voulons défendre nos valeurs pour vivre ensemble en frères humains. Je suis membre d'aucun parti. Aujourd'hui, je m'engage aux côtés de Yann Brossard car je sais qu'il saura défendre nos valeurs en France et en Europe. Le 26 mai, soyez nombreux à voter ensemble. On ne peut parler des élections européennes sans faire le lien avec la politique actuellement menée en France et qui mobilise les Français et les Françaises. Car c'est la même exigence de justice sociale et environnementale portée par les revendications populaires qu'il nous faut défendre au Parlement européen. La France se réveille. Alors qu'on croyait le peuple en proie au fatalisme, c'était d'ailleurs le discours que nous tenions au moment des législatives. Ils sont aujourd'hui nombreux, femmes et hommes, à s'opposer aux logiques libérales mises en œuvre depuis quelques décennies qui consistent à faire supporter aux plus faibles le poids des efforts quand les plus riches continuent à s'engraisser et de recevoir les cadeaux de l'État. Ils sont aujourd'hui nombreux, femmes et hommes, à dénoncer la trahison des idées quand un gouvernement dit de gauche, le gouvernement précédent, porte une politique de droite. Et quand Nini Macron se révèle être un ultra-libéral plein de mépris pour ceux qu'il appelle les derniers de cordée. Les salauds de pauvres sont dans la rue, jeunes et moins jeunes. Ils sont les fervents défenseurs des valeurs de notre République. Égalité, fraternité, liberté. Ils réclament la justice sociale, la justice fiscale, une véritable démocratie, la liberté d'exprimer leurs idées,
L'éducation pour tous, des mesures fortes pour l'environnement, plus de pouvoir d'achat. Chacun et chacune se réapproprie la politique. Macron-Jupiter pourrait bien finir en Macron-Écart et se brûler les ailes à trop côtoyer le monde doré de la finance en tournant le dos au peuple. Ne nous laissons pas aveugler par ce que veulent nous faire croire les sondages. Que ce soit le pouvoir d'achat ou encore le partage des richesses, autant d'idées progressistes qui placent l'humain au cœur des enjeux et pour lesquels nous, communistes et militants, nous nous battons depuis toujours avec la même intégrité, avec la même détermination. C'est bien un ministre communiste, il s'appelait Ambroise Croizat, qui a créé la sécurité sociale en 1946, alors que la France était en ruine. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que l'argent que l'on donne pour relever le pouvoir d'achat d'une petite catégorie de la population devrait être repris ailleurs, dans le budget de la sécurité sociale, ou celui de l'accompagnement des personnes âgées, alors que l'on sait toutes et tous les difficultés auxquelles sont confrontés les personnels du secteur médico-social et les besoins des personnes âgées. C'est inacceptable d'entendre ça. Macron va même plus loin, en demandant aux Français et aux Françaises quelles dépenses publiques il faudrait réduire dans le cadre de son débat national, au prétexte que les nouvelles dépenses nous rapprocheraient dangereusement de la sacro-sainte règle des 3% de déficit du PIB autorisée par l'Europe sous peine de sanctions. Vous comprendrez alors, 3% de déficit autorisé, vous comprendrez alors tous les enjeux de ces prochaines élections européennes. Permettez-moi une aparté sur le sujet. Selon un récent rapport annuel sur les inégalités mondiales, 26 personnes les plus riches détiennent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de la planète, soit 3,8 milliards d'êtres humains. 26 personnes les plus riches face à 3,8 milliards d'êtres humains. C'est édifiant, pour ne pas dire effrayant. Monsieur Macron consent quelques mesures pour augmenter le pouvoir d'achat, tout en se servant de cette maigre aumône pour justifier ses coupes budgétaires ailleurs. Quel cynisme! Mais à aucun moment, il ne propose de rétablir l'ISF, qui rapporterait 3 milliards d'euros, ou encore de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Ce sont 100 milliards d'euros à récupérer. 100 milliards d'euros en France et 1000 milliards d'euros en Europe. À aucun moment, il ne propose de revenir sur les 40 milliards de cadeaux versés annuellement dans le cadre du CICE et qui a permis aux grandes entreprises du CAC 40 de reverser 57,4 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Un record en 10 ans, une mesure qu'il a d'ailleurs inspirée à François Hollande. Cette richesse doit revenir aux salariés parce que c'est eux qui la produisent. En cela, nous avons donc un rôle important à jouer au cours de cette campagne. Quand la pensée dominante voudrait nous faire croire, par exemple, qu'il y a trop de fonctionnaires, trop d'élus. Selon une étude récente, si on réformait nos institutions comme ils le souhaiteraient, en réduisant le nombre d'élus, en fait, on augmenterait le pouvoir d'achat des personnes de 19 euros par an. 19 euros par an. Voilà ce que ça rapporterait. Eh bien non, ce ne sont pas les élus qui coûtent cher. C'est bien la finance qui coûte cher. Mais par contre, les élus, effectivement, trop nombreux, représentent une menace pour la finance. Car c'est bien la finance et les milliards d'argent public qui lui sont consacrés qui nous coûtent cher. Il est tellement plus facile de pointer du doigt les élus de façon à détourner le peuple de ceux qui se gavent de l'argent public. Que Google ou Amazon ne paient pas l'impôt en France ne pose pas de problème pour le gouvernement. Khaled Bouchajra, peut-être que j'écorche un peu son prénom en même temps, c'est pas très facile. Khaled Bouchajra, candidat, délégué syndical CGT, salarié d'Amazon, a dû lutter avec ses collègues pour obtenir 500 euros de prime. Vous savez, suite à la proposition de Macron pour augmenter le pouvoir d'achat, il demandait aux patrons de verser une prime à leurs salariés. 500 euros de prime, ils ont dû se battre pour 500 euros alors qu'ils demandaient 1000 euros de prime et que le patron d'Amazon est le patron le plus riche du monde.
Non, Macron, lui, préfère opposer les revendications. Et tant pis si cela fait monter les extrémismes, parce qu'il entend une fois de plus se servir de l'extrême droite pour remporter les élections européennes. L'extrême droite qui se sent pousser des ailes, mais que si elle accédait au pouvoir, se garderait bien de récupérer l'argent auprès de ses amis industriels et de la finance. Car Marine Le Pen ne souhaite pas rétablir l'ISF, ni même augmenter le SMIC, quand nous proposons une augmentation de 200 €. Non, surtout pas. Monsieur Macron tente d'enfermer le débat des européennes en la réduisant à un combat entre progressistes dont il se dit le représentant, on croit rêver, contre les populistes d'extrême droite, représentés par Salvini en Italie et Marine Le Pen en France. Ne nous laissons pas enfermer par cette opposition caricaturale qui vise à obérer le véritable enjeu de cette élection européenne, qui est de réorienter l'Europe vers une Europe sociale, l'Europe des gens, pas l'Europe de l'argent. Nous devons empêcher que le débat des européennes soit confisqué par la droite de Macron et l'extrême droite des Le Pen. En cela, permettez-moi de saluer l'excellent travail de terrain mené depuis plusieurs mois par notre ami Ian Brossat. Le libéralisme a montré ses limites et représente une menace réelle pour la paix en Europe, en permettant aux nationalistes et à l'extrême droite de s'installer au pouvoir dans certains États membres, comme récemment au Brésil, mais aussi en Italie, en Pologne, en Hongrie, des pays où les droits humains, les libertés individuelles sont gravement atteints, comme le droit à l'avortement. Le droit des femmes, l'égalité des femmes-hommes, et le droit des femmes surtout, est sûrement le droit le plus fragile, constamment remis en question par les extrémistes. Les femmes sont trop souvent les premières cibles des violences. En France, les chiffres sont alarmants. Quand une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, et ce depuis 2019. L'an passé, c'était tous les 3 jours. C'est en augmentation. Attention, la place de la femme dans cette Europe qui s'extrémise est une cause pour laquelle nous devons toutes et tous nous mobiliser. Et c'est ce que nous ferons à l'occasion notamment de la journée du 8 mars dans le cadre de cette campagne européenne. La France voit grandir partout des actes de haine, des actes fascistes et croître l'antisémitisme. Et jusqu'ici même, dans notre département breton, avec les croix gammées taguées sur les murs de maisons à Erquy, ou encore les atteintes portées à l'encontre du maire de Calanel, ou de notre ami conseiller municipal à Calac, qui a été lui aussi sous les menaces de l'extrême droite à son propre domicile. La bête immonde est à notre porte. Ne la laissons pas s'installer dans notre salon. La télé et la radio lui donnent déjà suffisamment et complaisamment la parole. Ce sont bien les inégalités sociales, le sentiment d'injustice qui font le terreau des idées de haine. Albert Camus disait que lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles, et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons nous approprier ces élections européennes et défendre ensemble l'idée d'une Europe des gens qui ne laisserait aucune place à l'austérité, qui oppose les gens entre eux au petit bonheur des riches et du grand capital financier. L'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. Instaurons un SMIC européen. Imposons qu'un travailleur issu d'un autre pays européen bénéficie des mêmes droits que les travailleurs français. Il faut une harmonisation des salaires européens pour éviter la suppression, par exemple, des 55 emplois à Nokia, à Lannion, ou des 353 à Nokia, mais à Paris cette fois-ci, avec des emplois délocalisés en Pologne et en Roumanie. Il faut taxer les multinationales à la source. Mettons fin à cette concurrence organisée entre les travailleurs européens. Place à une Europe de la coopération et de la solidarité. Et pour cela, j'aimerais vous faire écouter le témoignage de Marie-Hélène Bourlard, deuxième candidate sur la liste de Ian Brossat. Je m'appelle Marie-Hélène et peut-être que vous avez déjà entendu parler de moi. Avec mes camarades à l'usine, on s'est battus contre la délocalisation de notre entreprise. Par notre combat,
on a réussi à sauver 60 personnes d'un petit atelier de couture. Je m'engage au Parti communiste dans le combat des européennes, aux côtés de Yann Brossa. Au niveau de l'Europe, la voix des ouvrières, on ne l'entend jamais. C'est une Europe qui est complètement déconnectée des gens. Mais il faudrait une Europe qui protège. Il faudrait construire un SMIC européen. S'il n'y a pas de SMIC européen, il y aura toujours le dumping social. Ça arrêterait aussi les délocalisations. Il faut aussi changer tous les traités qui ont été négociés. Ces traités-là ne sont pas bons. Les travailleurs polonais comme les travailleurs bulgares, ils doivent avoir des droits comme nous. Le code du travail doit exister pour tout le monde. C'est ça une Europe sociale. C'est tirer vers le haut tout le monde, tous les pays d'Europe. Il faut qu'ils nous entendent. Il faut parler vrai. L'environnement est l'affaire de toutes et tous. Il doit être, avec l'humain, au cœur des choix politiques. Or, le capitalisme, qui organise l'exploitation de l'homme par l'homme et l'exploitation de la nature, est consubstantiel de ce système qui mène la planète à sa perte. Nous pensons qu'il n'y a pas de véritable écologisme sans anticapitalisme. Car là aussi, force est de constater que le néolibéralisme fait preuve de son inefficacité. Pour justifier mon propos, je reprendrai l'intervention des ONG Fondation pour la Nature et l'Homme contre l'État, et qui dénoncent l'affaire du siècle, accusant l'État de carences fautives et d'actions défaillantes. Quand l'État réduit ses dépenses publiques au lieu de chercher l'argent là où il est, quand l'Europe porte ces mêmes logiques en contraignant les États membres à ne pas dépasser les 3% de déficit public, une règle qualifiée à juste titre d'absurde par Yann Brossa, ce sont les collectivités territoriales qui se retrouvent limitées dans leur capacité d'investissement. Or, ce sont bien les communes, les départements, les régions et aujourd'hui les EPCI qui portent les projets locaux en faveur de la transition écologique. Ces mêmes collectivités qui se verront imputées en 10 ans de 24 milliards d'euros d'argent de l'État, depuis Hollande jusque Macron. Aux collectivités locales s'ajoutent les bailleurs sociaux, aujourd'hui fortement impactés par la baisse de leurs recettes dans le cadre de l'application de la loi Elan, qui se voient contraints de reporter leurs projets de rénovation du parc locatif, pourtant indispensable pour réduire la consommation énergétique. Dans le département des Côtes-d'Armor, le principal bailleur social public qui est Côtes-d'Armor Habitat a dû reporter une dépense de 2,5 millions d'euros en 2018 qu'ils n'ont pu réaliser. Voilà ce que fait l'austérité, le néolibéralisme, c'est du concret. Voilà ce qui se passe lorsqu'on place la finance au cœur de tout projet politique sans s'inquiéter des impacts environnementaux et humains. Car ce sont autant de logements qui coûtent cher pour les locataires, par une consommation exacerbée, des locataires à bas revenus ou aux revenus modestes, et autant de personnes qui restent dans l'attente d'un logement accessible. L'Europe doit sortir de cette logique de la finance et mettre l'argent au service de l'humain et de l'environnement. Nous ne pouvons plus attendre. Il s'agit de l'avenir de notre planète, de l'avenir de l'humanité. Nous proposons un grand service public européen de la transition énergétique. Parlons aussi du transport ferroviaire et maritime. Deux enjeux essentiels au développement de notre région Bretagne. Alors que nous, communistes, défendons depuis toujours l'idée du fret ferroviaire et maritime, du transport des marchandises par les trains et par les navires, alors que des effets d'annonce nous laissaient croire que nous avions gagné la bataille des corridors pour inclure les ports bretons que sont Brest, Roscoff et Saint-Malo dans les échanges transatlantiques, la Commission européenne s'y est opposée, considérant leur taille insuffisante. C'est ça le motif. Ils seraient trop petits. J'ai échangé d'ailleurs de cela pas plus tard que vendredi avec Alain Cadec, qui est député européen justement dans cette commission des ports et de la pêche. Il semblait moins inquiet en disant que ça arriverait un jour. Bah oui, mais on n'y est pas pour l'instant, ils ne sont pas dedans. C'est toujours la politique du plus gros qui prime.
Et cela veut dire que nos infrastructures bretonnes seront privées des aides européennes sur les transports collectifs, car il était prévu que l'Europe subventionne en fait les transports ferroviaires qui nous amenaient au port. Donc les rénovations des rails. Eh bien, ce ne sera pas possible. C'est donc un nouveau coup dur pour notre économie bretonne, et ce n'est pas les aides allouées dans l'hypothèse de nouvelles frontières imposées par le Brexit qui vont suffire à nous rassurer. En 2020, auront lieu donc de nouvelles négociations au sein même de l'Europe. Nous devrons être présents. Et puisque je parle du Brexit, lors de notre débat près de Brest, en présence de Yann Brossat et de Glenn Le Saout, candidats finistériens, nous avons eu le plaisir d'échanger avec des pêcheurs sur les enjeux du Brexit notamment. Alors j'ai envie simplement de vous dire ce soir, gageons qu'un accord équitable puisse être trouvé pour la paix dans nos océans et la sauvegarde de notre économie maritime, car la pêche dans les eaux britanniques représente 20% de notre récolte. Nous vous donnons aussi rendez-vous le 2 mars, ça va venir, pour échanger sur les enjeux du Brexit avec Patrick Le Yarrick en présence de Glenn Le Saout. Donc samedi 2 mars à 15h à Roscoff, Patrick Le Yarrick qui maîtrise parfaitement le sujet pourra venir en débattre avec vous. Et si certains se demandent encore en quoi l'Europe peut être utile au quotidien alors qu'ils voient leurs services publics de proximité se dégrader, voire être supprimés, comme celui notamment, c'est celui-là dont j'ai envie de vous parler, porté par la SNCF Voyageurs, qui désormais est soumis à la concurrence grâce à Macron et qui cherche à réduire ses coûts par tous les moyens. Cela devient donc le parcours du combattant pour réussir à se procurer un billet de train lorsqu'on ne dispose pas d'Internet, ou même trouver un conseil auprès d'un guichetier ou une guichetière qui disparaissent tous au fur et à mesure. Savez-vous que l'Europe a failli sanctionner cette directive macroniste? Ça s'est joué à 15 voix près. Voilà en quoi l'Europe peut être utile dans notre quotidien, puisque notre État ne se porte pas comme rempart des logiques libérales, bien au contraire, il les accompagne, voire il les devance même. Alors faisons de cette Europe une Europe qui sanctionne les abus libéraux pour protéger les intérêts des gens et l'environnement. Alors lorsqu'on parle d'environnement, on parle aussi d'agriculture, et c'est d'actualité puisqu'il y avait le salon de l'agriculture ce week-end. Je viens de lire à ce propos un très bon papier de Patrick Le Yarrick, député communiste européen dont je vous parlais tout à l'heure, et par ailleurs rédacteur en chef du journal L'Humanité, un très bon journal que je vous conseille, qui a besoin de soutien et de nouveaux adhérents, alors n'hésitez pas. Disons-le tout de suite, la récente loi dite agriculture et alimentation ne va pas régler le problème de la rémunération des agriculteurs en France. Les prix à la consommation vont augmenter en moyenne de 4%, mais les salaires des agriculteurs n'augmenteront pas, puisque rien n'oblige en fait les grandes distributions à payer plus leurs producteurs. Et puisque commence une renégociation de la politique agricole commune, la PAC, au niveau européen, imposons donc une véritable régulation du marché avec la mise en place de prix rémunérateurs sur une base intra-communautaire. C'est ça notre proposition. Je reprendrai aussi les propos donc de Patrick Le Yarrick, que je cite. La politique qui montre exactement ce que nous souhaitons, donc rien n'a à réécrire quand c'est si bien écrit. Reprenons. La politique européenne agricole devrait devenir une politique agricole et alimentaire commune, permettant une transition vers un nouveau modèle de production alimentaire, riche en emplois durables, soucieux de la santé et de l'environnement. Cette agroécologie permet l'avancée vers un autre modèle de société où primerait l'humain et la nature. Lorsqu'elle coopère avec la nature, l'agriculture, c'est la vie. Fin de citation. 65 500 exploitations agricoles disparues depuis 10 ans. C'est 6 500 salariés en moins par an. Près de 300 personnes se suicident par an. C'est près d'un suicide par jour dans le milieu agricole, tant il est difficile de vivre de cette profession. Et nous, élus locaux, et je vois ma collègue Claudine Lebastard devant, nous sommes souvent confrontés à cette détresse humaine sans avoir les moyens d'apporter des solutions concrètes.
Alors n'oublions pas ces chiffres, des chiffres qui ne sont pas d'ailleurs pour nous que des chiffres, car nous vivons en campagne. Et tous ou presque dans notre entourage, nous avons des gens qui peuvent être parfois poussés à leur dernière extrémité. Il est donc urgent de réagir. L'Europe doit prendre la pleine mesure des enjeux humains dans le milieu agricole. L'agriculture n'est pas une marchandise comme une autre. Elle n'est pas une marchandise, elle ne peut pas être vouée aux lois du marché. C'est notre bien commun. Sans elle, l'humanité ne pourrait pas survivre. Nous devons sortir l'agriculture des logiques de marché et garantir des prix rémunérateurs aux producteurs avec des règles communes de production et d'exigence environnementale. Ce mal-être du monde agricole, c'est aussi une part du malaise de cette France rurale et de la périphérie qui s'exprime entre autres dans le mouvement des Gilets jaunes. Et vous pouvez compter sur les candidats agriculteurs et agricultrices présents sur la liste de Ian Brossat pour mener le combat contre le modèle productiviste au sein de cette Union européenne. L'Europe s'est construite au fil des années dans une logique libérale, renforcée au fil des ans par les traités européens comme le traité de Maastricht, qui instaure la concurrence libre et non faussée, la loi des marchés et la fin des services publics. Aujourd'hui, les services publics des États membres représentent une menace pour le grand capital, qui tire profit, lui, des flux financiers et de la privatisation de ces services publics. En 3 ans, la Banque centrale européenne a racheté pour 2400 milliards d'euros, 6 fois le budget de la France, les titres des dettes sans exiger aucune contrepartie aux banques privées européennes. Eh bien nous proposons non pas de ne pas se servir de cette manne, au contraire, récupérons-la, cette manne financière. Nous proposons même de la mettre au profit des États membres et à leur peuple, en créant un fonds européen de développement économique, social et environnemental. Cette proposition n'est pas irréaliste. Tous les partis du Parti de la gauche européenne adhèrent à cette proposition du PCF. Il s'agit là de mettre la finance au service de l'humain et de l'environnement, pour l'humain d'abord, pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent. Nous proposons d'en finir avec les traités libéraux et de développer les services publics pour permettre à toutes et tous d'avoir accès aux soins, à l'éducation, au transport, à la culture. Les services publics, c'est aussi le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Ils permettent de corriger les inégalités sociales et à chacun de trouver sa place dans la société. En 20 ans, la France a perdu la moitié de ses maternités. Celle de Guingamp en Sursis reste toujours sous la menace d'une fermeture. Celle de Paimpol est fermée depuis 3 ans, je crois. Et n'oublions pas que des menaces portaient aussi sur la maternité de Lannion. Tout le secteur de la santé se retrouve menacé, comme à Dinan, puisqu'on a des camarades aussi mobilisés sur le secteur de Dinan. Et c'est à ce moment-là qu'on vous présente candidat Loïc Penn qui, nous l'espérons, sera présent à l'une de nos rencontres lors des initiatives de cette campagne, le 10 avril. Je m'appelle Loïc Penn et vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Creil. J'ai été chef de service des urgences pendant quelques années. Récemment, j'en ai démissionné. Si on ne veut pas devenir un rouage de la dégradation de la qualité des soins, il faut décider de faire autrement. Je suis candidat sur la liste du PCF aux européennes parce que déjà je voudrais qu'on fasse une autre politique de santé. La santé, c'est pas une marchandise dans notre conception. Donc c'est là-dessus qu'on va encore porter le fer extrêmement fort sur ces questions-là. C'est ce qu'on fait en ce moment en se battant contre la fermeture de la maternité de Creil. Si on veut un service public efficace, comment on le finance? On a 80 milliards de fraude fiscale, on croule sous l'argent. Sauf que nous, on n'en voit jamais la couleur dans le service public. Je pense que l'idée européenne est forte et qu'on peut faire autre chose. La Banque européenne nous déverse des centaines de milliards, des milliers de milliards comme ça sur les banques sans obligation. On a largement de quoi créer une structure, un fonds social qui peut financer les services publics, aider au développement des territoires. C'est porté par cette liste. Je me retrouve bien dans la logique de poursuivre ce combat sur un plan politique européen.
Une Europe de la coopération et pas une Europe de la concurrence. C'est un rapport de force que nous devons gagner au sein même de l'Europe en faisant élire des députés européens issus de la liste Jan Brossa. Et vous pouvez faire confiance aux communistes pour mener le combat. Nous sommes les seuls à gauche. Nous sommes les seuls à gauche à nous être toujours opposés aux traités libéraux européens. Rappelez-vous le référendum sur Maastricht. Quand certains qui aujourd'hui voudraient nous donner des leçons de gauche et qui en ont fait la campagne, c'est seulement avec 51,4% des voix que le oui est passé. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Nous avions vu clair dans les objectifs donnés de ce traité. Aujourd'hui, il nous faut être présents en nombre et être solidaires dans nos votes pour abolir ces traités qui vont à l'encontre du progrès social, humain et écologique dont nous avons tant besoin. D'autres à droite veulent quitter l'Europe. D'autres, encore à gauche, encore qu'ils se disent maintenant ni de gauche ni de droite, parlent de sortir de l'Europe si les traités ne sont pas renégociés. À cela, nous disons attention. Attention, l'exemple du Brexit nous montre qu'on ne sort pas comme cela de 50 ans de construction européenne. Ne tournons pas le dos à cette belle idée de coopération internationale entre pays européens. Nous sommes pour notre part pleinement européens. Battons-nous pour réorienter l'Europe. Si j'osais, je changerais le célèbre appel de Karl Marx. Prolétaires de tout pays, unissez-vous. En Européens de tout pays, unissez-vous pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. L'Europe des gens est une Europe qui reconnaît toutes ses langues, toutes ses diversités, de ses États membres, mais aussi au sein même de ces États. Les élus communistes et Front de gauche, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ainsi qu'au Parlement européen, ont avec constance réitéré leur prise de position et leur vote en faveur de la ratification de la Charte européenne des langues et cultures minoritaires. En vain. En vain face au capitalisme mondialisé qui détruit la diversité dans tous les domaines et ne connaît aucune langue que celle de la finance. Ce qui vaut pour le breton et le gallo vaut pour toutes les autres langues existant dans les autres régions de France, comme pour celles d'outre-mer et celles issues des immigrations. Reconnaître l'Europe dans sa diversité, c'est respecter chaque individu dans ce qu'il porte, souvent au plus profond de lui-même. Il s'agit de liberté, de démocratie, d'égalité. On pourrait d'ailleurs imaginer de flécher des aides européennes sur l'accompagnement des régions dans leur initiative de promotion de langues régionales. Voilà à quoi pourraient servir aussi les fonds européens. Je profite du moment pour apporter tout mon soutien aux prisonniers catalans injustement condamnés alors qu'ils voulaient exercer pleinement leur pouvoir démocratique en organisant un référendum que l'Union des Nations d'ailleurs autorise. Alors comment imaginer que la diversité soit respectée quand le capitalisme mondialisé méprise à ce point les familles qui fuient leur pays en guerre ou la pauvreté au péril de leur vie? L'Europe des gens, c'est une Europe qui se reconnaît en chacun d'entre nous. Quelles que soient nos origines culturelles, notre langue, notre condition sociale. C'est une Europe où la culture se partage, où le savoir se transmet. C'est une Europe fraternelle et solidaire qui ne laisse personne mourir sur nos côtes à l'image des 100 corps retrouvés échoués sur les plages libanaises en janvier dernier. C'est une Europe qui, au lieu de vouloir empêcher les réfugiés de quitter leur pays, tente de régler les problèmes à la source et s'assure des meilleures conditions possibles pour les accueillir. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Bou et Mariam. Alors, pourquoi j'ai rejoint la liste de Jan Brossa et pourquoi je suis particulièrement fier d'en faire partie? D'abord pour porter toutes les colères qui s'expriment un peu partout dans notre pays et notamment dans nos territoires plus méditerranéens. Également pour porter des valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur et notamment l'accueil des mineurs non accompagnés. Et je pense très fortement à mon élève Sekou qui vient de décoper de 3 mois de prison suite à un test osseux qui a décidé qu'il était majeur, ce qui est une ânerie.
Et ce garçon qui était parti pour faire une bonne scolarité dans mon établissement est maintenant dans l'expectative la plus totale. Et après les souffrances qui ont été les siennes se retrouve en très grande difficulté. Voilà. Donc c'est pour agir local et penser global, c'est pour porter toutes ces valeurs de l'humain, de l'humanisme et de l'humanité au niveau européen que je me suis engagé dans cette liste. Parlons justement des exilés, des réfugiés, des hommes, des femmes, des enfants contraints de partir et de venir trouver refuge ailleurs. Ils ne sont pas des migrants. Je refuse cette appellation. Que les médias utilisent pour fourrer tout le monde dans le même sac et les faire passer pour une sorte d'oiseau migrateur ou pire, une espèce animale, et supprimer un autre mot, plus vrai, plus douloureux, plus acerbe, plus écorché, celui de réfugiés. Qu'ils soient des réfugiés économiques, climatiques ou politiques, ce sont avant tout des êtres humains que les systèmes politiques dominants et injustes ont forcés à partir. Ils sont mes frères et mes sœurs, ils sont mes compagnons, ils sont mes camarades, et ils me tendent tous un miroir aujourd'hui dans lequel j'ai honte de me regarder. Quand je vois le sort que ce pays et cette Europe des riches et de l'argent leur réservent. Oui, j'ai honte de cette inhumanité criante. J'ai honte du peu de place que nous leur faisons, de la crise effrayante de l'accueil. Et j'ai accepté d'être sur cette liste. C'est précisément et essentiellement parce que le PCF a le courage d'affirmer et de défendre une véritable politique de l'accueil des réfugiés. Chaque voix comptera. On ne peut se désolidariser de ces élections. L'abstention ne peut être un acte de désapprobation. Le vote pour la liste menée par Ian Brossat doit être un acte de résistance qui permettra de redonner la parole et le pouvoir de décision au peuple souverain. Permettre à Marie-Hélène Bourlard d'être élue, c'est donner la parole aux ouvriers au Parlement européen, donner aux travailleurs et aux travailleuses le pouvoir de peser dans les décisions. On ne compte aujourd'hui que 2 ouvriers dans le Parlement européen pour plus de 740 élus. Alors je vous dirais simplement ceci pour terminer. Pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent, evite Europarn dut à Enep Europarn argent. C'est mon fils qui m'a traduit ça. Posez un acte de résistance, votez et faites voter la liste de Ian Brossat, une liste belle et rebelle. Merci de votre attention. Bonsoir à tous, je sais que vous êtes réunis ce soir dans les Côtes d'Armor pour une réunion publique animée par Cinderella Bernard. Vous êtes à Bégard, ville dont elle est élue. Je veux vous dire quelques mots des futures élections européennes. Elles ont lieu le 26 mai prochain et c'est une élection qui est très importante, contrairement à ce qu'on nous dit parfois. C'est une élection très importante parce qu'elle est directement liée aux problèmes quotidiens que nous rencontrons. Nous voyons bien en ce moment à quel point dans notre pays il y a une colère qui monte. C'est la colère de millions de travailleurs qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail, la colère des retraités qui ont subi coup sur coup l'augmentation de la CSG et la désindexation des pensions de retraite par rapport à l'inflation, la colère de beaucoup de jeunes qui ne voient pas de perspective d'avenir. Cette colère-là, il va falloir qu'elle s'exprime le 26 mai prochain à l'occasion des élections européennes. Pourquoi ? Parce que ce qui se joue en Europe et en France, c'est la même chose. Nous souffrons des mêmes politiques à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la France. Ce sont ces politiques libérales qui consistent en permanence à demander aux petits de se serrer la ceinture, alors même qu'une infime minorité se gave. C'est cette fameuse règle des 3% de déficit public qu'on n'aurait pas le droit de dépasser et qui fait que partout, dans tous nos territoires, et notamment en zone rurale, on nous ferme nos services publics, on nous ferme nos hôpitaux et nos maternités, on nous ferme nos centres des impôts, on nous ferme des classes
comme chaque année au mois de septembre. Et donc, il est nécessaire de dire stop à cette Union européenne libérale et de porter un autre projet, un projet de progrès social pour la France et pour l'Europe. Vous pouvez le dire le 26 mai prochain en votant massivement pour notre liste. Elle s'appelle « Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent ». Cela veut tout dire, je crois, et vous pourrez compter sur Cinderella Bernard pour porter cette voix-là demain au Parlement européen.